Marina est formatrice à l'ESPE depuis un certain nombre d'années. Elle a une formation de philosophe au départ, et donc elle enseigne à des stagiaires, en fait, des stagiaires, des futurs enseignants. Elle a fait plusieurs stages, je dis des métis peut-être. Non, plus d'un, c'est pas, tu dois dire oui, ça va. Plusieurs stages, donc avec comme point central le jeu. Hein, c'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que nous allons jouer aussi. Absolument. Voilà. C'est la première fois que je me lance dans ce type d'exercice, c'est-à-dire avec un auditoire qui ne se destine pas au professorat des écoles, ou qui n'est pas déjà prof, ou qui n'est pas en situation de stage en formation continue. Voilà. Le challenge pour moi, c'est d'essayer d'avoir un propos qui puisse intéresser et être, entendable, compris par vous tous, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être éventuellement déjà des spécialistes ou de l'enseignement ou du jeu, et puis des gens qui ne le sont pas du tout. Donc pour moi, voilà, c'est un peu le défi. Un autre défi pour moi, c'est la gestion du temps. Donc là, je fais confiance à Nadia pour me dire hop, voilà. Parce que le format aussi, là, pour moi, a été très court, et il y a tellement de choses à dire sur le jeu qu'il a été difficile, lors de ma préparation, de me dire bon, bah, ça je laisse de côté, ça non, ah bah non, ça c'est quand même important. Voilà. Alors j'en profite pour pour indiquer que nous mettrons toutes les références que Marina nous donnera sur le site des universités populaires pour approfondir effectivement ce qui va nous être dit aujourd'hui, parce qu'en effet il y a un petit côté frustrant par rapport à ce temps qui est assez limité. Donc parfois je vais citer des gens par exemple, je ne développerai pas qui c'est, d'où il vient, d'où il parle, mais vous le trouverez en référence, et éventuellement dans des documents complémentaires où j'explique un petit peu mieux et un petit peu plus en détail ce que j'aurais évoqué là aujourd'hui de manière un peu rapide. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. Voilà, l'idée c'est que ça corresponde à votre curiosité, vos besoins, et je m'adapterai. Et puis je vous expliquerai pourquoi nous jouerons, ceci dit, parce que je n'aime pas de manière générale dire sans faire ce que je dis. Voilà. Donc puisqu'on est là pour réfléchir sur jeu et apprentissage, eh bien c'est bien aussi de le vivre. Voilà. Qu'est-ce que j'apprends quand je joue? On mémorise mieux d'ailleurs quand on fait, hein, puisqu'on construit nos connaissances. Chacun construit ses connaissances, on ne peut pas les construire pour quelqu'un d'autre. Donc dans une conférence, en fait, on transmet de l'information. Mais on ne transmet pas des connaissances, on ne peut pas vraiment transmettre des connaissances si les gens ne se les sont pas appropriées. Le meilleur moyen de se les approprier, c'est de le vivre. D'où la petite parenthèse jeu que nous ferons, et après laquelle nous réfléchirons sur ce qui s'est passé, comment on l'a vécu, et pourquoi pas est-ce qu'on a appris des choses. Alors, petit préambule, je pensais d'abord faire une petite présentation historique. Le jeu n'a pas toujours pris la même place dans la société, et n'a pas toujours pris non plus la même place du côté de l'enseignement, de l'éducation. Il y a plutôt des périodes où on a considéré que le jeu c'était quelque chose d'inutile, et qu'il fallait plutôt éradiquer, hein, parce que apprendre c'est très sérieux. Et puis d'autres périodes, en particulier plus récemment, où on s'est penché sur les bénéfices du jeu pour les apprentissages. Donc bref détour historique. En gros, hein, jusqu'au XVIIe siècle, on a considéré que le jeu c'était une activité futile. Le jeu était plutôt associé à la notion de fête, et d'ailleurs de fête paganique.
on avait le droit de jouer à certains moments qui étaient plutôt codifiés, par exemple le carnaval. Mais le jeu, voilà, avait plutôt une connotation négative. Alors, on avait quand même besoin parfois de jouer, d'exulter un petit peu, mais c'était très codifié dans la société, comme je l'ai dit, par exemple, à l'occasion du carnaval. Et ces jeux, alors, permettaient plutôt de contribuer à l'appartenance collective. Dans l'Antiquité, on va faire un petit retour arrière, les jeux, là, ne sont pas considérés comme des simples divertissements, mais ils sont aussi considérés comme un rouage essentiel du système politico-religieux. Et en Grèce et à Rome, ce sont même des éléments, les jeux, de structuration de la société. Alors aujourd'hui, les jeux sont plutôt individuels. Il y a aussi une évolution historique du type de jeu. On est passé de jeux plutôt collectifs, traditionnellement collectifs, à des jeux aujourd'hui de plus en plus individuels, voire avec le numérique parfois, des jeux de plus en plus où l'on est finalement de plus en plus passif. Alors je dis parfois, le jeu vidéo n'est pas nécessairement, comment dire, négatif et il n'est pas toujours passif. Donc là, on en arrive à un premier constat, c'est que voilà, selon les périodes de la société, les périodes historiques et selon les sociétés, il y a une espèce de tension entre ou un rapprochement entre ce qu'on considère être sérieux et ce qu'on considère être de l'ordre du divertissement. Un certain nombre de... Alors, après le XVIIIe siècle, et en particulier sous, on va dire, l'essor de certains philosophes et pédagogues, je pense à Rousseau, mais même à Kant. Alors Kant considérait que le jeu voilà, n'avait pas sa place à l'école, mais qu'il avait sa place. Mais il s'opposait plutôt à l'idée qu'on peut apprendre en jouant. Voilà, ça, c'était pas concevable, mais il n'était pas non plus défavorable au jeu. Quelqu'un comme Rousseau est plus favorable au jeu et à sa suite, un certain nombre de pédagogues qui sont plutôt des pédagogues, alors si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de l'éducation, ou de l'éducation qu'on dit nouvelle aujourd'hui, mais voilà, qui date un petit peu quand même, ou innovante, là encore ça date un petit peu, c'est très relatif, l'innovation et la nouveauté, des pédagogies en fait qui mettaient l'accent sur l'activité de l'élève. Ce qu'on appelle donc des pédagogies actives et qui promouvaient, qui promeuvent toujours d'ailleurs, la pédagogie de projet, le fait de mettre l'élève en situation d'activité, de projet pour donner du sens à ses apprentissages. L'affiliation de toute cette mouvance d'éducation active dite nouvelle s'est effectuée à la suite des réflexions de Rousseau sur l'éducation. Donc voilà un petit panel, une petite présentation historique que je vais maintenant compléter par en vous proposant de vous intéresser à que disent en fait les ethnologues, les sociologues et les psychologues sur les jeux. Alors, pourquoi les ethnologues et les sociologues se sont intéressés aux jeux? Ils se sont intéressés aux jeux parce qu'ils considèrent, c'est un préalable, que le jeu, en fait,
nous dit beaucoup de choses sur la société. Et donc il y a des historiens dont la spécialité, par exemple, c'est l'histoire culturelle, qui se sont intéressés à quelles sont les corrélations entre type de société et type de jeu pratiqués par la société en général et les enfants de ces sociétés-là. C'est comme ça, par exemple, qu'une ethnologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Margaret Mead, M-E-A-D, donc voilà, vous trouverez les références sur le site, a fait le lien, par exemple, assez vite, entre société pacifique et société guerrière, et fait le lien entre type de société pacifique, jeu coopératif des enfants de ces sociétés-là, et jeu compétitif, jeu guerrier des sociétés qu'on pourrait considérer comme plutôt guerrières. Donc cette vision du jeu, ce que nous apprennent les sociologues, les ethnologues sur le jeu, nous importe en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, dans la mesure où ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fonction des types de jeux que je promeus, que je transmets à mes enfants en tant que parents, ou à mes élèves en tant qu'enseignants ou éducateurs, eh bien, a un impact sur le développement et sur la manière de vivre ensuite avec les autres. Est-ce que je considère que les autres sont mes coéquipiers de vie, on va dire, ou est-ce que je considère que l'autre est à abattre, que l'autre est forcément en rivalité avec moi, et que gagner, c'est forcément gagner tout seul. Et puis des sociétés où, à l'inverse, selon les jeux qu'on promeut, je vais aussi pouvoir promouvoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et que donc, en mettant des stratégies de coopération, on gagnera plus, mieux, plus facilement, etc., que tout seul. D'où l'importance de connaître ces théories et ces regards que nous apportent les sociologues et les ethnologues sur le jeu. Et puis ensuite, je vous parlerai de ce que nous disent les psychologues sur le jeu. Donc là, on sera plus sur le fonctionnement individuel et l'impact du développement, sur le développement individuel de l'enfant, l'impact du jeu sur ce développement individuel. D'accord ? Alors, ce que nous racontent, ce que nous disent les ethnologues et les sociologues, j'en ai déjà là un petit peu parlé, eux s'intéressent donc au jeu du point de vue collectif, du point de vue de la société, pas du point de vue individuel, cognitif, pas du point de vue du développement cognitif de chacun. Et d'ailleurs, les ethnologues et les sociologues ont plutôt tendance à considérer que quand on joue seul, une société où l'on joue seul est plutôt une société malade, parce que pour eux, le jeu est un acte qui structure la collectivité, qui est donc plutôt un acte collectif. Alors, dans les sociologues qui se sont intéressés au jeu, je vais vous parler de Roger Caillois. Donc, ça doit être la diapo d'après, donc ça on peut passer. Voilà. Donc, pour les sociologues, alors j'ai pris ce que disait Roger Caillois, mais en gros c'est valable pour tous les sociologues et ethnologues. Ils considèrent à peu près tous que le jeu doit être une activité libre, donc pas contrainte. Ça nous fera réfléchir après en tant qu'éducateur ou enseignant sur quand j'utilise le jeu en classe, est-ce que c'est vraiment un jeu, parce que du coup, il n'est pas choisi. C'est une activité incertaine dans laquelle, normalement, le jeu tel qu'il le voit, on choisit ses règles. Et d'ailleurs, les règles, on les élabore avec les autres, puisque c'est une activité collective. Et donc la règle, elle n'est pas imposée de l'extérieur,
Donc là encore, ça peut nous interpeller en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant. Ça peut aussi nous interpeller aussi sur la manière dont on voit le sport. Est-ce que le sport est un jeu ou pas? Dans la mesure où, dans le sport, les règles, elles sont établies. Elles ont été définies à un moment historique. Et on ne délibère pas sur les règles une fois qu'on a commencé à jouer. Et donc, c'est plus du jeu, en fait. En tout cas, si on regarde ce type de jeu, entre guillemets, avec les lunettes du sociologue et de l'ethnologue, on peut considérer qu'on n'est plus dans du jeu. Parce qu'un jeu, dans un jeu, normalement, il n'y a pas normalement, dans un jeu, on doit, pour être vraiment dans le jeu, pouvoir composer avec les règles à certains moments. Et d'ailleurs, si on observe des enfants qui jouent, ils composent tout le temps avec les règles. Et ça fait partie du jeu. Tricher, d'ailleurs, fait partie du jeu. On a énormément de plaisir à tricher, mais aussi à se remettre d'accord sur des règles. Finalement, si on... Alors, soit on est vraiment dans l'esprit du jeu et on compose avec les règles et on se remet d'accord sur des nouvelles règles, soit on considère que la règle, elle vient de l'extérieur, et sinon, la règle du jeu, c'est ça. Et là, on n'est plus tout à fait dans l'esprit du jeu, au final. Donc, le jeu, voilà, normalement, a des règles, finalement, qui restent toujours incertaines et toujours à redéfinir. Pour les sociologues, ethnologues, le jeu, il est improductif, c'est-à-dire que normalement, il n'a d'autre visée que le jeu lui-même. Il n'a pas pour objectif d'apprendre, pour les profs ou les éducateurs, il n'a pas pour objectif de former, voilà. Le jeu, c'est jouer pour jouer. Son but, c'est de jouer. Alors, c'est une activité réglée, mais qui reste réglée parce qu'on la règle nous-mêmes. Et c'est une activité fictive, je développerai ensuite, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réel, on compose, parfois on compose avec le réel dans le jeu, mais c'est un réel imaginaire. On fait semblant d'eux, on dirait qu'on serait des... voilà, on est dans l'imaginaire, dans le fictif. Même si ce fictif peut se rapporter à un réel. On dirait qu'on jouerait, alors par exemple, pour les enfants de maternelle, ou de cet âge-là, on jouerait, je ne sais pas, à être la maîtresse ou être le docteur. Même si ça se réfère à un certain réel, on reste dans l'imaginaire, dans le fictif. Alors, Roger Caillois, je peux passer la diapo d'après, donc ça on peut l'enlever, c'est-à-dire une fin en soi, tout ça. Ah non, le tableau est plus loin alors. Donc, Roger Caillois, en fait, a classé les jeux en faisant en mettant en relation société plus primitive et société plus organisée. Et il a, en gros, déterminé que plus on est dans... que les jeux symboliques, les jeux également type qui donnent le vertige, type grimper aux arbres, faire une roulade, le jeu de la toupie, où on tourne sur soi, sont des jeux qu'on retrouve dans les sociétés primitives. Et d'autres types de jeux, par exemple les jeux de hasard, les jeux qui vont plutôt vers la compétition, sont des jeux beaucoup plus récents et donc nés dans les sociétés, on va dire, plus organisées. Et il a fait il a mis en relation également la manière dont les sociétés, justement, plus organisées, plus récentes, ont
légiféré, ou en tout cas ont structuré ces jeux en leur donnant des règles fixes, en les transformant en sport, et en les faisant finalement sortir de ce qui était du jeu. Et donc comment, par exemple, nos sociétés aujourd'hui, à partir des jeux symboliques, du faire semblant, ben voilà, on a transformé ça en théâtre, on a mis des codes, et comment on a codifié tout ça, comment on en arrive à la gym sportive à partir d'activités qui à l'origine étaient des activités ludiques, à des jeux d'argent codifiés, commerciaux, etc., à partir des jeux qui étaient plutôt des jeux de paris, mais qui n'avaient pas d'enjeu d'autre que le jeu. Or, ces jeux-là, maintenant, on ne peut plus les considérer comme des jeux, à partir du moment où on est dans le foot, dans le tiercé, dans le tournoi de gym, même dans le théâtre, à partir du moment où l'enjeu, l'objectif, la visée, n'est plus le jeu, mais la visée, elle est extérieure, elle est devenue extérieure au jeu. Alors, c'est pas forcément non plus négatif, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ce que je dis. Le théâtre, par exemple, peut avoir pour objectif de changer la société, de dénoncer des choses. Bon, on peut avoir des enjeux politiques, peut aussi avoir d'ailleurs des enjeux commerciaux, hein, donc tout dépend voilà, où on se place. Mais en tout cas, ça n'est plus le jeu pour le jeu. Et ça ne pouvait pas avoir des effets sociaux. Si c'était joué par les enfants, c'était un amusement. Et joué par des adultes, ça n'avait pas une autre codification. Non, ça ne pouvait pas. De société ou de plaisir, entre guillemets. Non, ça ne pouvait pas. Alors, si, ça avait un rôle de structuration de la société, mais on ne jouait pas à Colin Maillard tous les jours. On jouait au moment, c'est pour ça que je parlais de carnaval tout à l'heure, à des moments qui sont voilà, des moments de fête, et donc c'était en relation avec la fête. Petit aperçu du regard que portent les psychologues sur le jeu. Alors, ils sont quand même un certain nombre à s'y être intéressés. Je ne parlerai que de... Parce que j'ai peur concernant la gestion du temps, j'en suis où, dis-moi. Et il faut que je m'arrête dans pas longtemps. Tu peux savoir à quel moment tu joues Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais attention. Donc, en gros, petit aperçu de ce que disent les psychologues. On va s'intéresser à quelqu'un qui est assez représentatif, on va dire, qui s'appelle donc Piaget. Alors non, ça c'est bien avant. Voilà, différents types de jeux d'après Piaget, qui s'est intéressé donc comme un certain nombre de psychologues, cette fois, aux jeux en relation avec le développement de l'enfant, et pas avec les développements de la société. Il y a l'étude des jeux du point de vue de la société, l'étude des sociétés, le point de vue des recherches sur le jeu du point de vue de la psychologie. Donc, du point de vue de la psychologie, Piaget distingue donc plusieurs types de jeux. Les jeux sensorimoteurs, qui correspondent au jeu où je manipule en fait. Donc concernant les petits, la maternelle et puis avant, les jeux de cubes, les jeux... Après, il distingue des jeux sensorimoteurs à partir de 2 ans, au-delà de 2 ans, ce qu'on appelle les jeux symboliques, les jeux de faire semblant. Je me déguise, on dirait que je serai. Tous ces jeux-là. Et les jeux de construction, qui demandent de résoudre des problèmes. Et les jeux à règles, qui supposent cette fois que on va suivre un certain nombre de règles. Donc, par exemple, même avec des petits,
je ne sais pas moi, les dominos, voilà, pour jouer au domino, il y a une règle. Pour jouer au memory, il y a une règle. Pour jouer, voilà. Donc les jeux à règles, et les jeux à règles aussi avec les jeux collectifs à règles. Pour jouer au loup, il y a une règle. C'est que si je suis attrapée, j'ai perdu. Et donc il faut que j'accepte d'ailleurs de ne plus jouer ou d'avoir perdu ou d'être gelé, si c'est jouer au loup gelé, etc. Et en fait, je ne commence d'ailleurs à pouvoir jouer à des jeux à règles qu'a priori qu'à partir de 5 ans. Ce qui veut dire que quand on oblige un enfant à suivre une règle dans un jeu avant 5 ans, on ne joue pas tellement en fait. Alors on lui apprend la règle, on lui apprend la nécessité de la règle, on est dans l'éducation à la règle, pas vraiment dans le jeu. Ça se discute. Donc voilà deux grands angles de recherche sur les jeux. Et donc, concernant les apprentissages, les enseignants, les éducateurs se saisissent du fait que oui, ça modifie à la fois la structure, enfin ça a un impact, la manière de jouer sur le développement. On peut apprendre des choses par le jeu. Et en même temps, on peut aussi apprendre, alors on peut apprendre par exemple à résoudre un problème, donc on va exercer par exemple notre logique, mais aussi on va apprendre à être ou pas avec les autres. Et là on serait plus dans les conséquences de ce que nous ont dit, de ce qu'ont étudié les sociologues et les ethnologues. Donc il y a deux manières d'utiliser le jeu, qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires, à l'école ou en centre de loisirs. Alors j'aimerais quand même vous mettre en garde, ou de garder à l'esprit, pour ceux qui sont ou enseignants ou éducateurs, ou qui interviennent plutôt en centre de loisirs, à des moments de vacances. Et d'ailleurs c'est une question, je pense, qui devrait être soulevée quand on parle d'activité périscolaire. Il y a des... En fait, on peine souvent, moi ce que je vois dans certaines écoles, c'est qu'y compris dans les moments périscolaires, en fait, les enfants restent dans les temps qui sont les temps qu'on va appeler des temps contraints. Voilà. Et même si on joue, en fait, ils ne jouent pas. Eux ne jouent pas. Ils sont dans un temps contraint où on leur impose des jeux, des règles, et au final, les besoins fondamentaux, de pouvoir jouer, imaginer, composer avec les règles, élaborer des nouvelles règles, c'est-à-dire les besoins de jouer, eh bien finalement ne sont pas comblés, puisque même si l'adulte a l'impression de faire jouer, mais en fait il ne fait pas jouer. C'est-à-dire que nous on pense faire jouer, mais les enfants, pour les enfants, c'est pas vraiment du jeu. Donc pour qu'un enfant joue, il faut qu'il soit libre de jouer ou de ne pas jouer. Sinon, on n'est plus, j'allais dire, dans la règle du jeu. Il faut être libre, être volontaire, pouvoir composer avec les règles, les remettre en question, en élaborer d'autres, créer des jeux, pouvoir être dans l'imaginaire. Bref, retrouver la définition des jeux telle que les sociologues et les ethnologues l'ont observé dans des sociétés qui n'avaient pas utilisé le jeu de manière utilitariste et qui ne se sont pas approprié le jeu spécifiquement pour apprendre. Oui, je pensais au jeu donc pour apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on joue ? Donc on apprend beaucoup sur soi. On apprend sur soi, on apprend à vivre avec les autres, à composer avec les autres. Quand on réélabore une règle, eh bien il faut se mettre d'accord. Puisque sinon je joue tout seul.
Donc voilà, j'apprends à être avec les autres, à composer avec les autres. Donc il y a des impacts émotionnels, affectifs, des impacts donc, sur mon vivre ensemble, donc sur les compétences qu'on va appeler les compétences psychosociales. Qu'est-ce que j'apprends encore? Eh bien, j'apprends à raisonner. J'apprends à raisonner. J'apprends des stratégies. Donc là, on y est toujours dans apprendre à raisonner, utiliser des stratégies. Et puis, et surtout, alors ça peut aussi être un exutoire. Voilà, ça peut être cathartique. Donc là encore, c'est un besoin pour tout le monde, pas d'ailleurs que pour les enfants. À certains moments, de se défouler, par exemple. Et quoi d'autre? Donc si je veux l'utiliser en tant qu'enseignant, il faut quand même que je me garde tout ça en tête et que je garde en tête que même si j'ai l'impression de les faire jouer, eux, ils sont en train de travailler. Alors c'est vrai que ça peut être un facteur de motivation et les élèves aiment beaucoup. Voilà, réviser sous forme de mémorie, mais pour les enfants, c'est clair que c'est pas du jeu, c'est bien du travail scolaire. Ils sont en train de travailler, même si ça prend une allure ludique. D'ailleurs, lorsqu'on a discuté avant la présentation, tu évoquais la distinction entre les jouets et le jeu, le fait de pouvoir élaborer des jeux pour le petit enfant à qui on a proposé des jouets et qui risquent du coup de ne plus pouvoir jouer. C'est vrai. Alors, justement, là, si on veut bien respecter les stades, enfin respecter, en tout cas si on a voilà, quelque part en tête les stades de développement, il est très important que les élèves puissent, que les enfants puissent comment dire, imaginer, développer des jeux sans support finalement trop figuré. Parce qu'à ce moment-là, ils n'imaginent plus. Quand vous imaginez un vaisseau spatial juste en vous mettant dans une boîte en carton, vous êtes là dans le jeu, l'imaginaire. Si vous achetez un vaisseau spatial, c'est plus pareil. Il y avait, alors j'ai pas, faudrait que je retrouve, parce que je t'en avais parlé justement, un livre qui s'appelait Une planche, un jouet. Voilà. Typiquement, une planche, du tissu, des cubes, ça peut devenir plein de choses. Voilà. Et là, on est bien dans le jeu. Et c'est vrai que là, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que même qu'enseignant dans les petites classes, alors quand je dis petites classes, c'est jusqu'au CM2, on voit quels sont les bienfaits pour les élèves, les enfants, quand on met du matériel qui va procurer la possibilité d'imaginer. Donc aménager par exemple les cours ou des coins jeux avec pas des jouets, mais du matériel qui permet d'inventer, c'est extrêmement bénéfique. Le tissu, un tissu et 3 chaises, ça devient une cabane. Ou un vaisseau spatial, ou une voiture. Ou que savons-nous encore. Ou que savons-nous encore. Donc voilà, parfois dans certaines structures on dit ah oui mais on n'a pas de sous, ouais mais de la ficelle. Alors après effectivement il faut faire attention qu'ils ne s'étranglent pas, mais ceci dit, c'est important d'avoir du matériel qui est destiné à l'imaginaire en fait. Et à ce moment-là, parce que j'ai des enseignants par exemple qui parfois me disent oh maintenant les enfants ne savent plus jouer, ils s'ennuient dans la cour. C'est pas faux. D'une part, moi, mon explication, c'est que d'une part, on ne transmet plus de génération en génération les jeux traditionnels. Donc, il y a effectivement une perte concernant cette transmission-là.
mais pas uniquement, ça ne vient pas, je pense, uniquement de ça. Je pense aussi que par peur justement de... enfin, on a toujours la peur maintenant qu'il se blesse, alors c'est vrai qu'il y a des normes de sécurité qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Bientôt on va interdire le stylo, je pense, parce qu'avec un stylo finalement on peut se crever un œil. Enfin, non mais où on élimine tout matériel ou voilà tout instrument qui pourrait blesser. Voilà, il y a énormément de normes concernant les cours de récréation. Ceci dit, il n'y a pas de normes pour laisser une grande caisse avec du tissu, avec du bois, avec des pneus de voiture, etc. Et là, vous verrez, je le vois moi après quand je vais voir les classes de ces stagiaires-là, que tout d'un coup ça joue dans la cour. Parce que oui, avoir des supports pour pouvoir appuyer son imaginaire, c'est important. Donc, voilà. Et donc là, on va jouer. On va jouer et on va ensuite réfléchir, mais voilà, sans se prendre la tête, sur ce qui s'est passé quand on a joué. Donc je vous explique la règle du jeu. Donc tu vas pouvoir mettre la fiche des points. Alors c'est pas dans le PowerPoint, tu peux enlever le PowerPoint. La fiche des points sur la clé, ça doit être marqué point ou un truc comme ça. Jeu du X et du Y. Donc on va faire 4 équipes. L'objectif du jeu, c'est de gagner le plus de points. Divisé en 4 équipes. À chaque fois, donc il y a 10 tours de jeu. 10 tours de jeu. Donc équipe A, B, C, D, 4 équipes. Chaque équipe aura un X et un Y. Au top, c'est-à-dire après 1 minute de réflexion par équipe, vous devez voter soit pour X, soit pour Y. Ouais. En fonction de ce pourquoi vous aurez voté, je mettrai moi un nombre de points sur le tableau pour votre équipe. Objectif, gagner le plus de points. Récolter le plus de points. Et c'est en jouant que vous comprendrez quelle est la règle sous-jacente du jeu. D'accord ? Est-ce que ça vous paraît à peu près clair ? Alors, petit préambule. Que l'on gagne ou que l'on perde, on est bien dans du jeu. Voilà, jeu pour réfléchir, certes, après. Jeu pour apprendre. Donc, je ne suis pas tout à fait dans du vrai jeu, finalement. Au vu de ce que j'ai dit précédemment, puisque vous n'avez pas trop le droit quand même de changer toutes les règles. Mais vous aurez le droit de composer un tout petit peu avec les règles. Donc, et donc, quel que soit le nombre de points que vous aurez obtenu ou pas à la fin, bien évidemment, on reste fair play. Alors, c'est aussi ce qu'on apprend en jouant. On apprend parfois à perdre, mais d'ailleurs dans les jeux traditionnels, si vous y réfléchissez bien, il n'y a pas souvent de ce problème de perdre ou gagner. Quand vous jouez au cerceau, quand vous jouez à la balle, quand vous jouez à la corde, quand vous jouez même à la balle au prisonnier, etc., on ne perd pas vraiment et on ne gagne pas vraiment. On est plutôt dans le challenge. Donc, je vous donne 1 minute pour vous décider. Ceci dit, comme c'est le premier tour, voter pour X ou pour Y, vous ne savez pas quelle est la règle du jeu sous-jacente. Et toi, tu ne triches pas parce que tu connais la règle du jeu vaguement quand même. Ouais. Donc, je préfère que tu observes ce qui se passe dans les groupes. Voilà. Comment ils décident, comment tu tapes. J'ai vu comment j'ai bien essayé. Okay. Alors même pas besoin d'1 minute. Voilà. Donc vous allez voter pour X ou pour Y. Je compte sur vous pas, mais bon. D'abord, vous décidez dans les groupes, et ensuite, au top, vous lèverez le X ou le Y en fonction de ce que vous avez choisi dans votre groupe. D'accord ? Qu'est-ce que vous préférez ?
Moi, je vais choisir ou Y. Ah non, chacun dit son truc et puis après on prend la majorité. C'est bon, vous êtes prêts? Vous, c'est combien? Vous, c'est Y. Vous, c'est quoi? Alors, ça sera Y. Ok, stop, non. Il faut que tout le monde, que chaque groupe lève en même temps. Donc, je vais à chaque fois compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, top. Et quand je dis top, vous levez. 1, 2, 3, top. Hop, allez, levez plus. Ok. Donc, les équipes, ça va être A, B, C, D. Hein, donc, Y, X, X. Ok. 2X et 2Y. Donc, ceux qui ont mis X ont plus 2, ceux qui ont mis Y ont moins 2. Donc là, c'était le A. Alors, vous réfléchissez à nouveau une petite minute et vous décidez de savoir si vous allez voter pour X ou pour Y. Les chronos. Attention, 3, et puis le signal. Donc 1, 2, 3, stop. Donc, on a de nous. Alors, on a cette fois 3Y et un X. Alors, 3Y et 1 X. Donc, l'équipe qui a mis X, C'est laquelle? c'est laquelle? C'est la C. C'est la C. L'équipe C a 3 points. Et toutes les autres équipes ont moins 1. Ah là 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 là. Et c'est reparti pour 10 minutes de réflexion. Non, il y a une logique, toujours une logique. 3, au signal, X, vous recréez. 1, 2, 3, hop. Donc 2Y, 2X, on l'a déjà fait celle-là. Donc les Y ont moins 2, les X ont 2. Je vous donne un indice. On a fait une conférence sur les jeux, sur les corrélations qu'il pourrait y avoir entre société et mode de jeu. 30 secondes. Alors, tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, top. Donc, un petit essai de coopération. 4X. Alors, 4X, ça fait moins 1 pour chaque équipe. Alors, nous arrivons au 5e tour. 5e tour, il y a un challenge supplémentaire puisque les points vont être multipliés par 3. Et donc le X, c'est reparti pour une minute de réflexion. Donc vous avez compris que vous êtes répartis par équipe, vous pouvez coopérer. Voilà. Et entre toutes les équipes. si tout le monde a les valeurs, elle les apprend dans son truc. Elle sait que les X, allez, tout le monde est d'accord? Attention, 1, 2, 3, top. Vous connaissez le résultat? Ah, ben multiplié par 3. C'est multiplié par 3. Oh là là. Non, on a le début. Tout le monde plus ça. Il ne reste 15
fois 10. Il ne reste plus qu'un seul tour qui multiplie les points par 10. Et l'objectif est de gagner le plus de points. Oui. Surtout à cette colonne. Attention, je compte. 1, 2, 3, stop. Ils sont à X et à Y. Eh bien, c'est vous. Donc A, B et C ont plus 1 et D a moins 1. J'ai pas compris. C a moins 10. D a moins 10. Alors, ABC, ils ont 10, c'est ça? Et tout le monde a mis ça. Mais moi, l'esprit d'équipe, ils sont encore. Voilà. Alors maintenant, on va réfléchir un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez en effet bien observé. Alors, quelles sont les remarques avant que moi je vous dise ce que j'en pense éventuellement. Quelles sont vos propres remarques? Qu'est-ce que vous avez appris en jouant à ce jeu? Dans le groupe, on s'écoute. On s'écoute dans le groupe. On se consulte. Donc on parle, on communique. Oui, alors c'est vrai que dans chacun des groupes, on a pu observer, Nadia, tu as observé un petit peu aussi, oui, que dans certains groupes, il y avait même vote, voilà, pour se mettre d'accord, donc voilà, argumentation, écouter les autres, vote. Ce qui est positif, je dirais, hein, c'est qu'a priori, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la prise de pouvoir. Parfois, dans certains groupes, il y a de la prise de pouvoir. Hein, donc il y a un leader, ou une leader, et on prend un petit peu le pouvoir. J'ai eu l'impression que tout le monde discutait à peu près, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pu observer d'autre? Il faut jouer en fonction des autres. Ouais. Du coup, avec les autres, les autres ne jouent pas avec nous, mais du coup, On a fait plusieurs fois la même chose, mais il n'y a que 2 fois qu'on est tombé pareil. Alors, on a vu ça pour les 2 lettres. Et là, on a vu comment c'était moins 1, ou moins 2, ou moins 3. Et du coup, c'était moins 4, ou plus 4. alors, quelle était la configuration gagnante pour tout le monde? Pourquoi vous ne l'avez pas refait? Il y avait le risque qu'il y en ait un qui veuille prendre l'avantage du 3Y et 1X. Ce qui fait un plus 3 d'un coup. Donc vous vous êtes méfié de la triche, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage a priori, une équipe qui s'engage et puis qui change d'avis au dernier moment. Oui. On a même essayé de pratiquer 2 votes. Ça marchait pas, donc on a abandonné la stratégie de la droite. Alors, ce jeu, hein, il est utilisé d'ailleurs dans certaines écoles de commerce parce que ce qu'il montre, c'est que pour gagner, il aurait fallu que systématiquement, tous les groupes, au lieu d'être en compétition les uns avec les autres, soient en coopération. c'est ça, il n'y aurait pas eu de gagnant. Il y aurait eu le même nombre de points. Vous auriez eu le plus de points possible. L'objectif était d'obtenir le plus de points possible. Et bien le plus de points possible, C'était on a gagné un point. Si on arrive à regarder les autres à chaque C'était la coopération. on n'a pas quelque chose au moment, mais on peut faire. On a encore plus de points. Si on avait mis tous X. Alors, Mais pour une équipe. Alors, ce jeu, hein, il est inspiré de la théorie des jeux. Et il peut éventuellement nous dire des choses, d'ailleurs, sur la société, sur des choix de société. Mettons que ce soit 4 pays différents, A, B, C et D. Ou 4 ou 4 citoyens, pourquoi pas, hein, différents. Si vous voulez qu'il y ait une répartition à peu près égale et que tout le monde au final se soit gagnant,
vous n'avez pas d'autre choix que de coopérer. À partir du moment où les équipes sont en rivalité, oui, certains vont pouvoir à un moment ponctuellement obtenir beaucoup plus, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, et nécessairement au détriment des autres équipes. Voilà, dans une situation qui est censée être une situation de plaisir pour tout le monde, eh bien, on est prêt. Les gens peuvent faire les bons plaisir pour moi parce que je suis plutôt dans un esprit compétitif. Alors, il y a un certain nombre de jeux maintenant, c'est de plus en plus répandu, les jeux coopératifs, les jeux de plateau, mais aussi voilà, des jeux de plein air, sportifs. Et alors, à l'école actuellement, c'est une partie maintenant du programme, pour développer la coopération, on a compris, comme disaient finalement les sociologues et les écologues, que oui, pour développer la coopération chez nos élèves, chez nos enfants, il faut leur apprendre à jouer coopérativement quand ils sont petits. Parce que ça fait partie des apprentissages, apprendre à coopérer, apprendre à trouver des solutions ensemble, ça s'apprend. Et nous, on est plutôt issus, tous, quelle que soit notre génération là dans cette salle, d'une éducation plutôt pour la compétition. On est totalement l'esprit des aspects. Si vous voulez sortir de la salle dans un escape game, vous êtes plutôt inspiré, et vraiment respecter le temps limité, à coopérer les uns avec les autres, parce qu'on est toujours plus créatif et intelligent à plusieurs tout seul. Donc, finalement, là, l'escape game, même si voilà, c'est devenu plutôt commercial, il rentre dans ce jeu. Non, c'est bon. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Et merci. Fais froid, votre accueil.